Comment créer un verger professionnel agroécologique sur une petite surface avec l'objectif de travailler à temps partiel? Et ben voilà, ça, c'était le défi qu'on m'a posé à l'occasion d'un design que j'ai fait là il y a quelques mois pour un site dans les Hauts-de-France. Et je vais prendre le temps d'essayer de partager avec vous quelques les grandes idées quoi, qui ont structuré ce design-là, ce qui pourrait sans doute intéresser ceux d'entre vous qui se projettent sur des projets agricoles autour de l'arboriculture, autour du fruit. Allez, on est parti. Là, vous avez le plan, le plan de plantation. Hop là. Alors, notez que je vais les documents là que je suis en train de vous mettre à l'écran là, ils seront accessibles en téléchargeable. Je vous mets un lien là en dessous de la vidéo pour que vous puissiez accéder gratuitement si vous voulez creuser le dossier, si vous voulez, si tout ça vous intéresse. Donc, on est sur un site, un grand site qui sert pour faire des activités touristiques essentiellement aujourd'hui. Et donc l'objectif, c'est d'une part d'y créer un aspect production fruitière, commerciale, et d'autre part des aspects autonomie alimentaire. Bon, l'aspect autonomie alimentaire, c'est surtout un poulailler, un potager qui se trouve par ici, mais c'est pas ce sur quoi je vais développer la vidéo. Le plus gros du projet, ce qui a demandé le plus de temps de travail, c'était la grande partie centrale ici. On a une parcelle qui fait un demi-hectare, donc 5000 mètres carrés. Et l'objectif, c'est d'y implanter un verger qui va produire du fruit qui va être commercialisé, sachant qu'un demi-hectare pour du production arboricole en bio en France aujourd'hui, c'est tout petit, hein, sur les productions, les fermes où ils font que de l'arboriculture en bio, on est vite sur 20-30 hectares au moins, hein, concrètement en France aujourd'hui. Donc, par rapport aux standards de la profession, il faut bien avoir conscience que c'est vraiment très petit. Et avec l'objectif d'y consacrer seulement une partie de son temps. Là, c'est une seule personne qui sera agriculteur ici, qui aura son activité. Elle a d'autres activités par ailleurs. Elle n'a pas son ambition, c'est pas de devenir agriculteur à temps plein. Donc, d'y consacrer seulement une petite partie de son temps, un quart, un tiers de son temps dans une semaine normale, quoi. Donc, c'est quand même un beau défi. Ça rentre pas dans les standards de l'installation agricole, donc ça a demandé un peu à se creuser la tête. Savoir comment optimiser tout ça. Bon, alors c'est vrai que un aspect important du projet, c'est l'ambition de commercialiser pour une clientèle à proximité de particuliers qui viendraient récolter sur site, cueillette sur site. Alors c'est sûr que ça, dans l'absolu, ça limite quand même pas mal le temps de travail, bien que il faut quand même avoir conscience que ça nécessite par contre un gros travail de communication, de pédagogie auprès du public qui vient sur site pour bien expliquer la démarche de cueillette à la ferme et sur la façon de cueillir les fruits pour que les gens soient pas perdus et qu'ils sachent comment faire et qu'ils abîment pas les fruitiers lorsqu'ils font des récoltes. Voilà, faut avoir en tête qu'il y aura quand même ce travail-là à faire, mais c'est vrai que dans l'absolu, si c'est bien mené, ça permet de diminuer de façon assez conséquente le temps de travail. Et aussi le coût de revient des fruits, hein. Pour donner un ordre de grandeur, un chiffre qui a été édité par la FNAB, la Fédération nationale d'agriculture biologique, c'est que en moyenne, dans une exploitation d'arboriculture bio, le coût donc des heures passées à ramasser les fruits, les heures payées au SMIC, hein, eh bien, ça représentait 40% du prix de revient des fruits. Donc, si on enlève ça, on enlève une partie assez conséquente du coût de revient des fruits. Donc, potentiellement, bah, on peut les commercialiser en plus à des prix peut-être qui sont identiques, voire moindres si on, pourquoi pas, avoir dans le prévisionnel économique, mais voire moindre que donc du fruit produit en conventionnel. Bref, donc, comment structurer tout cet espace? Bon, on est sur un terrain où il y a peu de déclivité. Donc, on est dans les Hauts-de-France. On est sur un climat qui est océanique. Là, on est sur un plan qui est orienté nord, hein, vous avez le nord en haut. On a une autoroute qui passe à proximité, là. Bon. Mais bon, on a quand même un petit espace tampon relativement bien arboré là, voilà, entre les deux. Euh, bon, donc, comment gérer tout ça? Alors,
Bon, la partie centrale, je vais commencer par ça, parce que c'est quand même le cœur du projet, c'est positionner les haies de façon à ce qu'elles soient relativement de même longueur les unes par rapport aux autres. C'est un peu plus simple au niveau de la gestion. Avec une idée centrale qui nous vient du verger des fermes miracles de Stéphane Sobkowiak au Québec, hein, donc un verger permaculturel qui est très très bien documenté, notamment si ça vous intéresse dans le documentaire Le verger permaculturel, voilà, où il explique tout ça très, très en détail. Et donc un concept qui vient de chez lui, c'est l'idée du verger épicerie, c'est-à-dire que quand vous prenez un rang, une ligne, eh bien toutes les fructifications ont lieu au même moment dans la ligne. Et comme ça, on a des décalages. On réfléchit par, ici le choix, le parti pris, ça a été de réfléchir par mois de production. Et on va commencer avec des productions les plus précoces au mois de mai, que vous trouvez ici, et puis ça va se décaler comme ça progressivement dans le temps, jusqu'à arriver aux productions les plus tardives dans l'année, qui sont pour le mois de décembre. Voilà, donc ça couvre quand même une bonne partie de l'année, sans même compter sur le fait que une partie assez importante de la production, c'est de la production de pommes, avec des variétés qui se conservent bien, donc voilà, seraient récoltées sur site et juste un entreposement donc dans un cellier sans qu'il y ait besoin de faire d'opération de transformation pourrait, euh, pourrait se commercialiser jusqu'au mois de mars de l'année suivante. Donc quand on combine cet étalement, déjà des périodes de fructification sur pied, donc comme j'ai dit de mai à décembre, et en plus la conservation de la pomme, finalement on n'a quasiment pas de période où on n'a pas de fruits disponibles dans l'année. Puis bon, il y avait aussi un parti pris, hein, clairement, aussi de la part du futur agriculteur, d'avoir une période où il y a, de calme, où il n'y a pas de produit, il y a pas de production, voilà, pour pas être occupé tout le temps dans l'année. Encore une fois, c'est dans le projet d'un un projet professionnel où il sera à temps partiel. Donc, étalement. Alors pour m'y retrouver, en plus avec l'objectif de faire quand même une diversité vraiment, vraiment importante d'espèces et de variétés, pour que ce soit d'autant plus attractif pour les particuliers qui feraient l'effort de venir sur site, eh bien j'ai utilisé un tableur de planification que je vais vous montrer tout de suite. Voilà, voilà. Il y a de quoi faire. Donc on trouve à la fois les espèces classiques, hein, cerisier, abricotier, prunier, poirier, mais aussi des variétés, enfin des espèces relativement classiques, mais dont on a moins l'habitude dans les Hauts-de-France, hein, comme l'abricotier ou le pêcher. Mais il y a des variétés qui sont bien adaptées pour cette région. Et puis enfin, bah, aussi des espèces encore plus exotiques, comme du mandarinier par exemple, du grenadier ou encore du jujubier. Donc les parties évidemment qui sont colorisées en rouge, bah, c'est les périodes de fructification. Donc l'idée, c'est, pour s'y retrouver, encore une fois, pas trop s'en mêler les pinceaux, hein. Vous avez les espèces qui sont classées par ordre alphabétique à gauche. Après, il y a les variétés dedans. On a toujours au moins 2 variétés par espèce pour assurer bah, le surcroît de fertilité qu'amène la fertilisation intervariété. Puis bon, il faut aussi dire qu'il y a certaines variétés qui ne sont pas auto-fertiles en plus. Donc de toute façon, on a fatalement besoin d'avoir au moins 2 variétés pour avoir de la pollinisation et donc de la production derrière. Donc la troisième colonne, c'est le numéro de rangée, hein. On part de la rangée numéro 1 qui est la plus à l'est jusqu'à la rangée numéro 10 qui est la plus à l'ouest. Et bien donc après, ben, donc, il y a les périodes de fructification par quinzaine au cours de l'année. Voilà, voilà. Donc ça, c'est tout ce qui est arbre. En jaune, c'est les pommes qui se conservent facilement dans un cellier sans qu'il y ait besoin de faire de transformation ou de mettre en place des choses un peu techniques comme de la conservation sous atmosphère contrôlée, par exemple. Euh, il y a aussi un volet petits fruits voilà, qui est développé là-dessus.
Donc, des choses finalement assez classiques, cassissier, fraisier, framboisier, grosia grappe, grosia macro, mais aussi un peu plus exotique avec de l'argousier et de la baie de goji. Et puis, il y a de la grimpante aussi, qui est une ligne de plantation pour la grimpante fruitière, avec du kiwi, du kiwi et des cépages de vigne. Voilà, voilà. Bon, ça fait quand même une belle diversité. Alors, je reviens sur le plan pour expliquer un peu plus la conception. Donc, le parti pris, c'était d'avoir des lignes de haies fruitières, donc avec deux étages. L'étage haut, les arbres qu'on va laisser pleinement se développer, en partant sur de la conduite en moyenne tige, donc on part des branches charpentières à 80 à 120 cm au-dessus du collet, au-dessus du niveau du sol. C'est l'intermédiaire pour que finalement on ait une taille qui soit pas trop grande pour que les consommateurs puissent facilement récolter sur site, alors soit à pied juste, soit avec un simple escabeau aux escabeaux qui seront mis à disposition pour que la récolte soit facile. Et puis un deuxième étage de végétation plus bas, on va trouver à la fois tout ce qui est petits fruits, fruits rouges, mais aussi on va trouver des arbres fruitiers de petite taille qui vont être fortement taillés pour rester vraiment très très contenus à 1 mètre, 1,50 m au-dessus du sol. Donc ce qui est fruits rouges, bah, c'est colorisé en rouge. Et ce qui est arbre fruitier, comme ça, qui va être maintenu vraiment petit par de la taille, c'est colorisé en blanc. Voilà, qui est un peu présent dans la partie est, mais qui est plus présent dans la partie ouest, qui est sur la fin de l'année. Par exemple, du goyavier du Brésil, par exemple. C'est vraiment des espèces qui sont choisies pour voilà, leur capacité à bien supporter la taille et à être bien maintenues comme ça en petit volume. Et qui vont des choses qui vont compléter finalement les productions faites par les grands arbres. Alors cette idée d'avoir une haie fruitière qui est composée d'arbres fruitiers qu'on laisse se développer de façon classique et d'arbres fruitiers qui sont maintenus fortement par de la taille, c'est une idée qui nous vient d'Evelyne Leterme, ex-directrice du Conservatoire végétal régional d'Aquitaine, qui a développé ce concept-là pendant sa carrière. Sinon, pour préciser, autour, vous avez une haie. Donc là, tout le volant, je vais dire sud-ouest, sud-est, c'est de l'arbuste bocagé. Voilà. Donc, des arbustes finalement avec des essences classiques du bocage qu'on va trouver dans les Hauts-de-France. Qui est maintenu assez petit par de la taille, voilà, sur 2-3 mètres grand maximum de hauteur. Plantation sur un rang, assez dense, tous les 1,50 m. Surtout, l'objectif principal, c'est de créer un espace pour de la biodiversité. En plus, c'est intéressant d'un point de vue esthétique, d'aspect brise-vue, mais l'intérêt principal, majeur, c'est d'abord et avant tout un espace pour la biodiversité, qui va entre autres accueillir tout ce qui va être les auxiliaires de culture qui vont contribuer à la régulation des parasites dans le verger. Sur le volet ouest, c'est un peu différent parce qu'il y a un objectif brise-vue un peu plus important vis-à-vis de l'autoroute, on le comprend bien. Et puis un objectif aussi brise-vent, puisque les vents dominants, c'est des vents océaniques, donc c'est qui nous viennent de l'ouest. Donc là, l'objectif, du coup, ce qui a amené, c'est de partir sur une végétation plus haute, avec en strate basse du noisetier, qui va être productif, qui va être pouvoir récolter par les consommateurs. Et puis en strate haute, euh, à la fois des arbres qui sont, qui sont des arbres de bocage, des arbres de Auget, et du noyer, pour avoir aussi de la production donc de fruitiers à coque, à la fois par le noisetier et par le noyer. L'aspect irrigation, donc à piloter après au fur et à mesure de l'année en fonction du niveau de précipitation constaté, mais par sécurité, le choix s'était fait d'avoir un système d'irrigation sur site qui puisse être pilotable. Il faut préciser qu'on a un forage par ici et donc en sortie du forage, on a des électrovannes qui sont pilotées par un programmateur. Donc on peut derrière programmer pour avoir de l'irrigation automatique. Donc on a des conduites en PEHD, donc des conduites classiques
relativement grande taille là, qui partent à partir de ce point central. On a plusieurs électrovannes. Hop, et une qui part là et qui va jusqu'au bout là. Et à partir de cette conduite principale, on a des dérivations qui sont faites. Donc on a des T qui sont positionnés sur cette conduite. À partir de quoi on tire des lignes de goutte à goutte. Voilà. Donc, une ligne de goutte à goutte qui va pour le linéaire des grimpantes fruitières qui se trouve ici. Et après, on a un ligne de goutte à goutte qui est tiré et qui est mis au pied de chacune donc des haies fruitières. Euh, bon, voilà, ce choix qui a été pris pour quelque chose de pilotable, d'automatisable et qui soit le plus économe possible en eau. Alors, voilà, en complément de la partie fruitière principale, on va avoir, comme j'ai dit, de la grimpante fruitière qui est après qu'on va faire passer sur des lignes de fer galvanisé qui sont tendues sur des piquets en châtaignier, donc qui sont enfoncés dans le sol, voilà, qui sont donc piquets de châtaignier enfoncés dans le sol de 2,50 m de longueur, qui sont enfoncés sur 70 cm dans le sol avec l'aide d'un tracteur, hein. Là-dessus, hop, on fixe donc nos fils de fer galvanisé qui sont fixés donc sur les poteaux avec des crampillons. On tend les fils de fer avec des amarres, donc une amarre à chaque extrémité. Voilà, et comme ça, et puis on étage, c'est-à-dire qu'il y a 6 lignes qui sont montées. La première ligne est à 40 cm au-dessus du sol, puis ensuite on en met une tous les 20 cm. Ça permet d'avoir une plantation comme ça relativement resserrée finalement de plantes fruitières, puisque chaque plant, on va le faire courir sur euh, un seul fil de fer. Voilà. Euh, et ici, toujours pour compléter, il faut avoir une gamme assez large de plantes, que ce soit intéressant pour le consommateur, pour qu'il fasse voilà, quand même la démarche de venir sur site. Ici, il y a un petit espace, voilà, je zoome, donc de plantes aromatiques médicinales. Voilà, c'est assez varié. Il y a une trentaine d'espèces qui sont plantées, à la fois des choses assez classiques, hein, persil, coriandre, etc., puis des choses un peu plus originales. C'est agrémenté par des arbustes aromatiques, voilà, comme le laurier sauce, le maté, le gâtillier, qu'on appelle aussi l'arbre au poivre. Est-ce que, bon, l'objectif principal, c'est d'avant tout d'être un lieu de production, mais il faut aussi préciser qu'il y a l'objectif, peut-être à plus long terme, que ce soit aussi un lieu pédagogique, surtout à destination des publics scolaires. Et donc, il y a aussi un intérêt pour ce public pour cet objectif-là, d'avoir une grande diversité de production aussi sur le site. Plom, plom. Voilà, ben, je conclurai là ce projet. Je vais faire un petit balayage un peu rapide. Tu en profite pour faire une petite annonce sur le fait que je vais participer au prochain Festival des Jardins Forêts animé par le campus des Alvéoles. Voilà, ça sera prochainement officialisé sur le site des Alvéoles. Donc un gros événement autour des jardins forêts avec beaucoup d'intervenants. Moi j'interviendrai sur le vendredi 3 novembre de 12h30 à 14h. L'événement est complètement gratuit, évidemment. Je peux que vous inviter à y participer. Je vous renvoie aussi à mon site internet. Évidemment, je vous mets le lien sous la vidéo pour voir en détail ce que je propose comme prestation de design, comme ici. Voilà, quand je fais des interventions comme ici pour penser des plantations, des projets de jardin ou des projets agricoles, donc il y a tout l'aspect plan, visuel, plan de plantation, l'aspect aussi rapport design, là, que j'ai pas montré ici dans la vidéo, c'était pas l'objet, mais on fait des textes pour expliquer élément par élément, voilà, toute la conception, tout le design, tout quantifier, montrer des exemples, expliquer les processus de réalisation étape par étape, faire des calendriers prévisionnels, faire des légendes bien sûr au plan de plantation. Voilà, voilà, si vous voulez voir ce que je propose, donc sur le design, moi je peux intervenir dans un rayon de 2-3 heures autour de chez moi, donc grosso modo, ce qui va être région Bretagne, Pays de la Loire,
Nord-Aquitaine. Voilà, je peux intervenir dans tout cet grand ouest de la France. Et puis, je propose aussi une formation en ligne qui est disponible à la demande sur les jardins-forêts. Je vous mets bien sûr le lien en dessous de la vidéo si ça vous intéresse. Voilà, voilà. Bah, écoutez, j'espère en tout cas tout ça soit inspirant pour vous. Et puis, j'espère que tout se passe bien pour vous et dans vos beaux projets. Allez, bisous.